Bonjour à tous, bienvenue dans Revenu et Cause. Alors aujourd'hui, on va explorer un sujet fascinant qui va parler à tous ceux qui s'intéressent à la structuration commerciale et aux défis de croissance. Imaginez, vous êtes dans une entreprise qui vend historiquement du service et vous devez lancer une nouvelle BU qui vend un produit SaaS. Donc c'est une toute nouvelle dynamique, un nouveau business model, une approche commerciale, bref, une startup dans la startup. Mais alors comment on s'y prend? Quel piège éviter? Comment structurer son go-to-market, aligner sales, marketing, client pour réussir? Donc voilà pas mal de questions, mais pour en parler, pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Romain. Romain Lopez, CRO de Little Big Connection. Donc salut Romain. Salut Benjamin, et merci beaucoup pour ton invitation. Très content d'être là et effectivement de parler de ça avec toi aujourd'hui. Écoute, ravi de t'accueillir, ça va être super intéressant. Tu vis un peu cette aventure de l'intérieur. Donc tu vas nous partager les coulisses de cette transition, ce qui marche pas, ce qui t'a surpris, les leçons à tirer pour tous ceux qui doivent opérer un shift un peu similaire, stratégique dans leur boîte. Donc on va parler de tout ça, mais on va pas s'arrêter là. On va aussi parler RevOps, culture américaine, vente complexe. On fera quelques parallèles, je pense d'ailleurs, avec d'autres sujets qu'on a déjà abordés dans Revenu Eco. Ça va être intéressant. Bref, vous l'avez compris, un épisode qui permet, qui promet d'être hyper enrichissant. Donc restez bien avec nous jusqu'au bout. Mais voilà, j'arrête là, sans plus attendre. Romain, bienvenue encore une fois sur Revenu et Cause. Je te laisse te présenter, dis-nous un peu qui tu es et raconte-nous un peu ton parcours. Avec plaisir, merci beaucoup Benjamin. Donc, je suis Romain Lopez, j'ai 33 ans, je vis à Paris, j'ai un parcours académique assez classique dans mon métier, c'est-à-dire que j'ai fait une prépa, une école de commerce ensuite à Grenoble dont je suis sorti en 2014. J'ai confirmé ça ensuite par une année à l'ESSEC et à Centrale dans un master entrepreneuriat. Et très rapidement, moi, débuté ma carrière dans le monde de la tech, et même mes premiers stages, justement en rejoignant des entrepreneurs qui lançaient des projets dans la tech, soit du service, soit du logiciel. Et ensuite, j'ai rejoint une entreprise en 2015 qui s'appelle Intralinks, qui est une entreprise américaine cotée au Nasdaq, spécialisée dans le cloud, les institutions financières, donc tout ce qui est opération de fusion-acquisition et levée de fonds. Et donc j'ai évolué dans cette entreprise pendant quasiment 8 ans dans des fonctions commerciales. Et quand je suis parti fin 2022, j'étais directeur de l'activité française de cette entreprise. Donc ça représentait un ARR de 35 millions pour rejoindre donc la magnifique boîte où je suis aujourd'hui, qui est donc Little Big Connection, que j'ai rejoint en 2023 pour activement et monter l'activité SaaS Little Big Rise au sein de Little Big Connection. Super clair. Écoute, moi je te propose qu'on commence par que tu nous expliques un petit peu Little Big justement. Ouais. C'est quoi le contexte quand tu arrives, ton poste et le périmètre? Avant que j'arrive, c'était déjà passé quand même beaucoup de choses. Pour revenir quand même sur Little Big Connection, donc c'est une scale-up aujourd'hui, hein. On est quasiment 500, on est présent dans plus de 20 pays. C'est une scale-up qui a été créée en 2013. Une idée plutôt de génie, en fait, au moment où l'externalisation de services était déjà très présente, mais commençait vraiment à s'accélérer. Donc quand j'appelle externalisation de services, c'est vraiment le recours à de la sous-traitance et à du consulting sur des fonctions, notamment au départ Mhm. beaucoup IT et digital, donc les grands groupes, en fait la part des fonctions externes grandissait au sein des grands groupes, et puis surtout à ce moment-là, en 2013, le marché se polarisait, c'est-à-dire qu'il y avait au départ des très gros acteurs qu'on connaît, ce qu'on appelait les SS2, les Alten, Altran, Capgemini, qui vraiment concentraient tout le marché, et puis au fur et à mesure, de plus en plus de petits acteurs arrivaient, soit parce que des anciens de grands groupes partaient pour monter leur structure, soit parce que surtout il y avait l'avènement du freelancing. Mhm. Donc en fait, énorme opportunité pour les grands groupes de se dire on doit capter ces ressources qui sont de plus en plus polarisées, de plus en plus difficiles à capter. Par contre, comment on fait parce que c'est pas pareil de gérer la relation avec les top 10 que de gérer la relation avec 10 000 potentiels fournisseurs. Donc comment on fait pour les identifier et comment on fait pour s'assurer de contractualiser, de gérer la relation avec eux. Et donc c'est ce qu'a créé au départ Little Big Connection. Le nom c'était ça d'ailleurs, c'était faire le lien entre les big, les grandes organisations et les petits acteurs. Et donc, grâce à une plateforme, donc c'est un service qu'on appelle Tech Enabled, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme technologique, mais qui est là pour apporter un service. Et le service, c'est donc de l'intermédiation en mode marketplace. Tu as un besoin, on va t'aider à trouver la ressource parmi une communauté de fournisseurs qu'on a identifiés, et également toute la partie contractualisation, gestion aussi que Little Big va permettre. Et puis rapidement, à partir de 2017-2018, je dirais, en fait, ces grands groupes-là se sont
rendu compte que Little Big permettait de centraliser tout ce qui était en dehors justement de leur panel de référencés habituel, ce qu'on appelle le hors panel. Mm. Par contre, que cette technologie pouvait aussi être très utile en fait pour mieux piloter leur réseau de fournisseurs existants. Et donc, c'est là où Little Big Connection a poussé son activité donc VMS, Vendor Management System. Donc là, c'est vraiment une offre logicielle qu'on déploie chez les clients, où on va implémenter leur réseau, leur propre panel de fournisseurs, leur propre process pour les aider à piloter au quotidien. Et ça a été vite adapté par des grands groupes, donc Bouygues Télécom, Valeo, Amadeus. Donc c'est très grandes entreprises finalement, celles qui ont vraiment des tailles critiques et un nombre très important de ressources externes. Et donc, au fur et à mesure, Little Big a axé sa stratégie là-dessus, a créé 2 offres différenciées, donc une qui était Connect, la marketplace, une qui était Rise, l'offre officielle. Et moi, donc, je suis arrivé à ce moment-là, donc début 2023, donc c'est encore récent, au moment où la décision a vraiment été actée de structurer une offre SaaS à part entière avec un go-to-market, une stratégie, une organisation vraiment dédiée, là où au départ c'était assez mixé, c'est plutôt opportuniste. Et donc Ouais, aujourd'hui donc ça du coup, représente super intéressant. C'est pas un pivot, mais c'est vraiment une nouvelle verticale, hein, juste pour que les gens comprennent bien. C'est vraiment absolument, absolument. en complément total. Donc, garder l'activité historique et vente d'une nouvelle verticale, mais sur une approche complètement différente. Exactement, c'est ça, c'est ça. Et donc, ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc aujourd'hui, Little Big Rise, c'est 100 collaborateurs donc qui travaillent sur cette offre, à peu près une quarantaine sur un peu plus d'une quarantaine sur le revenu en incluant marketing, sales, après-vente et le reste du product, design, tech, support. Donc, des équipes 100% dédiées. Focus sur cette nouvelle verticale Quasiment cloisonnée. tous. Là où il y a encore certaines fonctions qui sont sur les deux offres, ça va être des fonctions plutôt achat, finance, HR, mais effectivement sur les fonctions business sont spécialisées. Ok. Et toi, tu représentes du coup c'est le business de cette entité chez Little Big ou tu as aussi dans ton escarcelle la partie un peu plus service historique? Moi, je suis spécialisé sur l'offre SaaS Ouais. et donc moi, dans mon périmètre, j'ai toutes les équipes revenus, donc c'est les fameux 35-40 personnes, et j'ai Ouais. aussi en fait la charge de piloter la stratégie de l'activité en quelque sorte. Donc même si aujourd'hui, par exemple, les équipes produits, il y a une CPO groupe, une Chief Product Office groupe, moi j'ai des équipes qui sont dédiées à l'offre SaaS, donc je manage pas directement, mais qui sont dédiées à l'offre SaaS. Ok. Et sur tes équipes à toi, donc marketing, sales, client, donc vraiment les équipes revenus, elles Mm. sont organisées comment aujourd'hui? Tu parlais de vente complexe, juste si on fait Ouais. un petit step back sur l'orga pur et dur de ces équipes-là. Si on la divise selon le cycle de vente, on va dire, donc et on peut parler de la lead generation. Donc là, le marketing est encore dans une entité marketing dédiée. Donc nous on travaille avec eux, donc avec les profils gross marketing. Donc là, focus vraiment sur l'identification de contacts et de la stratégie outbound. Ce qui est très important pour nous, c'est le field marketing. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur quand même des personas très ciblés. C'est des grands groupes, c'est des directions achats, des C-level. Donc en fait, Mhm. là, on va faire la différence et le lead gen, il va beaucoup venir de l'événementiel, du contenu beaucoup plus que de l'outbound extrêmement massif. Après, donc j'ai des équipes BDR, donc eux 100% outbound call. Et ensuite, on passe dans la partie sales execution. Donc là, il y a ce qu'on appelle nous des sales exécutives, on peut appeler ça aussi des account exécutives, mais c'est vraiment, ils sont en charge du new business et donc ils vont gérer l'ensemble du cycle de vente. Alors ils vont même faire un peu de prospection, hein, c'est pas juste les BDR qui font de la prospection, ils vont Mhm. aussi faire de la prospection, mais il faut quand même se concentrer sur nos cycles de vente qui sont longs et complexes. On est entre 12 et 18 mois. Et donc là, ils sont 5 sales exécutives. Il y a 2 value engineers. Donc pareil, en fait, on a découpé le cycle de vente parce que donc des value engineers, dans d'autres boîtes, on peut appeler ça parfois des pre-sales, des sales engineers. Mhm. Donc en gros, c'est les interlocuteurs techniques, mais qui font vraiment partie de l'équipe de vente. Ils arrivent au moment où, quand on est avancé dans le cycle, le besoin de personnalisation de la proposition de valeur, il devient très fort. La démo, elle doit être 100% custom. On crée des schémas d'intégration de la solution avec les outils internes. Donc il y a vraiment un travail de fond et de production et de proposition de valeur que font ces équipes-là. Et ensuite, j'ai une personne aussi en charge de la stratégie de partenariat sur laquelle on est en train de se développer aussi pour avoir moins une approche juste direct sales, mais créer du channel. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, avant-vente.
Et puis ensuite, j'ai les équipes donc client, success et support. Donc les équipes, ce qu'on appelle build, professional services, c'est celles qui vont intervenir pour déployer la solution chez les clients, donc sur des projets Mhm. du change management, de la formation et des projets d'intégration avec le SI justement. Et des équipes de run, donc des customer success managers, ils sont une dizaine, pour faire le support opérationnel et le conseil, vu que nos clients sont des grands comptes, ils ont un besoin d'intention assez spécifique. Et récemment, on a ajouté une business line qui est l'account management, qui en fait avant était gérée par le CSM, qui faisait à la fois l'opérationnel et à la fois la partie commerciale. J'ai décidé de séparer là récemment. Donc les Customer Success Managers ont beaucoup plus une casquette de consultant maintenant, et ils viennent en binôme avec l'account manager qui est là pour s'assurer de l'upsell et du développement du compte. Ok, donc ça c'est tout récent en fait. Du coup, tu viens de le mettre en place et c'est lié au fait Exact. que l'upsell piloté par les CS c'était un peu particulier, c'est ça? Absolument. En fait, la relation avec nos clients, encore une fois, c'est des très grands comptes. À une Mhm. époque, on était très petits, on l'est moins, mais il y a quand même cette relation au départ de très spécifique, très demanding en fait entre un grand compte et une startup, ce qui fait qu'en fait, le Customer Success Manager, il était vraiment focus sur la satisfaction client, le fait de pouvoir répondre à ses besoins spécifiques, alors qu'on est en train de standardiser, hein, c'est un gros enjeu de cette année. Il y en a toujours beaucoup, et donc effectivement, ça ne permettait pas de mettre l'effort nécessaire sur un focus purement commercial. Bah non, mais écoute, super intéressant. Je pense que l'intro était super claire et on voit bien l'orga. Ça donne envie de creuser deux gros sujets qui sont comment lancer une business unit un peu spéciale dans un grand groupe déjà bien en place. Et après, tu parlais de vente complexe et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la vente complexe, et notamment ce que tu viens d'aborder comme sujet, là, le Mhm. rôle de l'AM, comment faire de l'upsell. Je pense nous parler aussi, j'imagine, un peu d'account-based marketing qui va être super intéressant. Mais il y avait un des sujets que j'avais bien aimé aussi quand on en avait échangé, qu'on avait préparé ce podcast ensemble. Moi, j'ai bossé chez La Fourchette enfin, on s'est rencontrés chez La Fourchette, tous les trois fondateurs de chez Okobo, et on a été aussi bercés à l'école américaine avec le rachat de TripAdvisor. Et on a vu un peu l'impact que les Américains, et enfin, en tout cas l'avance qu'ils avaient sur tous ces sujets, la RevOps revenu. Toi, tu as fait tes classes aussi dans un Mhm. groupe américain. Mhm. Ça m'intéresse aussi que tu nous racontes un peu enfin, ce que ça t'a apporté dans ta carrière, ce que tu utilises un peu encore aujourd'hui, et est-ce que tu partages aussi un peu ce constat de beaucoup de gens, de voir qu'ils ont quand même quelques années d'avance sur nous sur tous ces sujets. Ouais, absolument. Surtout, je m'en suis vraiment rendu compte en découvrant d'autres organisations, parce que c'est vrai que ça paraît normal quand on est dedans, mais en fait, déjà, c'est plus la philosophie. C'est-à-dire que vraiment la particularité des groupes américains, c'est qu'ils sont, en tout cas chez Intralinks, c'était vraiment 100% revenu driven et revenu centrique. Ça veut dire qu'en fait, la vente, elle est au cœur de tout. Donc en fait, l'organisation, elle est entièrement dédiée, organisée, outillée pour faciliter la vente. Et tout le monde y passe. C'est pas juste une histoire de sales vendre, c'est voilà l'objectif. Si on prend les OKR, l'objectif numéro un, c'est de vendre. Donc l'argent, c'est pas que le problème des vendeurs et des financiers, c'est le sujet de tous. Et du coup, tout est fait pour que ça devienne, on passe d'un soft skills à un hard skills, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai métier technique, la vente. On laisse plus de place au hasard. Donc Mm. moi, j'ai vraiment été impressionné par les niveaux de formation déjà en technique de vente dont on pouvait bénéficier avec les méthodologies donc Medic, Force Management. On a eu plusieurs fois des coachs, bon, très à l'américaine, hein. Il y a des choses à prendre, on peut en revenir tout à l'heure, et des choses peut-être à adapter à son marché. Mm. Mais vraiment une volonté de former et de standardiser, et puis un outillage vraiment vraiment fort, c'est-à-dire que sur tout le long de la chaîne, chez Intralinks, on avait des outils qui étaient performants, les outils les plus trendy du marché, les dates maintenant, mais j'avais Zoom Info, Gong pour le coaching, on avait un Salesforce aujourd'hui, quand je compare avec le mien d'aujourd'hui, qui était vraiment mais extrêmement sophistiqué, avec un nombre de modules de bout en bout qui faisait qu'en fait, finalement, euh, tout passait de manière extrêmement fluide. Franchement, c'était assez impressionnant, avec du coup un objectif de standardisation aussi. Parce qu'en fait, euh, il y a vraiment cet état d'esprit, je pense, aux US du fameux Start with a Why là, de Simon Sinek, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va faire la différence, au-delà de ton produit et au-delà surtout de ton prix, c'est qu'est-ce que tu vas raconter, comment tu vas le raconter et qui va le Mm. raconter. Et donc, il faut qu'on aligne tout le monde, toutes les visions, tous les discours, tous les process, pour que quand une entreprise qui commence à être un petit peu partout dans le monde avec beaucoup de sales, ouais, tu t'assures que ça redescende et que la moindre personne sur le terrain, elle applique les méthodologies de la boîte, quoi. Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'avait marqué.
Et puis après, il y a la culture vraiment de la performance et la Mm. transparence autour de la performance. Et la performance quantifiée. Tout est mesuré, transparence totale, on sait tout ce que tu fais ton quota, tu fais pas ton quota, tu as fait tes meetings cette semaine, t'as pas fait tes meetings cette semaine, enfin, tu es vraiment sous les feux des projecteurs tout le temps. Et du coup, c'est marrant parce que du coup, on peut se dire, tiens, t'es constamment sous pression, mais en fait, comme tu es constamment, c'est plus vraiment une pression, ça devient quelque chose auquel C'était la norme. voilà, c'est la norme, auquel tu es habitué. Donc la performance, le stress, tu connais. Devoir forecaster un chiffre, t'engager dessus et faire ton quota, tu connais. Et donc du coup, ça gamifie en fait la vente. Et c'est là où ils sont plutôt forts et c'est ce que j'essaye vraiment de récupérer, c'est comment tu transformes cette pression en fait en adrénaline, en motivation avec un suivi qui est exigeant des performances, un suivi exigeant des KPI, mais que tu valorises plutôt que mur du shaming. Ouais, c'est ça, mais je crois que tu as bien résumé le truc en intro, donc les Américains ils ont bien compris que c'était une science en fait la vente et qu'une fois que tu avais ton product market fit, que tu avais validé que ton concept fonctionnait, derrière il fallait impliquer une méthodologie, de la rigueur, de la structuration, des process pour aligner tout le monde et c'est ça qui faisait que tu allais réussir à passer à l'échelle et ça Exactement. ils ont vraiment compris ça et cette notion-là, bah, nous encore une fois nos métiers c'est exactement ça donc je ne peux que partager mais c'est important comme tu dis, de dire une fois que tu l'as vécu, tu te rends compte vraiment Ouais. de l'impact que ça a sur tout le reste. Et du coup, j'imagine que toi, ça t'a aussi euh, permis de déployer un certain nombre peut-être de bonnes pratiques quand tu es arrivé chez Little Big, où tu as peut-être fait un Mm. constat de différence que tu disais. Mm. C'est quoi un peu comme pratique que tu as facilement déployé quand tu es arrivé chez Little Big? Tout le mindset que je t'ai expliqué, j'ai vraiment essayé qu'il soit en toile de fond. Alors toujours à pondérer encore une fois, typiquement, tu vois, l'incentive, par exemple, l'incentive system, c'est très important, très poussé aussi chez Intralinks. J'ai repris ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que ton incentive il soit clair, que tout le monde y participe, ce soit pas que les sales qui soient concernés par le variable, que ce soit extrêmement clair, bien monitoré et autres. Par contre, j'ai aussi fait attention parce que c'était tellement devenu, moi je trouvais chez Intralinks au centre de tout, que clairement tu n'avais pas personne qui faisait rien bénévolement. C'est-à-dire que tu chopais une info qui n'était pas sur ton territoire, tu voulais la filer à ton voisin, tu allais d'abord lui faire signer un papier comme quoi il allait te filer 25% du deal s'il signait avant de lâcher quoi que ce soit. Et donc ça, moi aujourd'hui, je peux pas parce qu'on est dans une organisation, en fait tout le monde doit être vraiment responsable du succès du projet et se Hmm. sentir investi plutôt que sa performance individuelle. Mais par contre, voilà, j'ai repris quand même le fait qu'il fallait bien récompenser la performance et que tout le monde se sente impliqué dans cette performance-là. Ensuite, tu as la valorisation du métier de la vente, qui est très américaine finalement. Même aujourd'hui, alors c'est mieux avec les startups, les gens veulent bosser dans la vente, mais pareil, tu vas dire en soirée, tu vas dire je suis sales, tu vas pas dire je suis commercial. Hmm. C'est les Américains qui te rendent fier, en fait, qui rendent fier la fonction de commercial. Et ça, c'est vachement important. Et ça, vraiment, chez Little Big, c'est une des premières choses que j'ai voulu mettre en place. C'était en fait les fonctions de vente. Il faut pas du tout les voir comme la métaphore du gars qui campe dans la surface, qui attend qu'on lui passe la balle là et qui fait le plat du pied. Après, il se récupère tous les claps de tout le stade. Mais vraiment comme le coordinateur qui va embarquer en fait toutes les fonctions vers le succès, en fait qui peut rien faire tout seul, mais qui doit embarquer vraiment tout le monde. Et chez nous, là aujourd'hui, c'est quand il y a vraiment un sujet, il faut réussir à embarquer le produit, il faut réussir à embarquer les fonctions techniques. Et c'est globalement ce que j'ai dû faire en arrivant chez Little Big, d'embarquer l'organisation vers le fait que tiens, ce truc ça vaut le coup d'y passer du temps et de s'y intéresser. Donc ça, vraiment le mindset de vente, je l'ai mis en place. Et puis ensuite, il y a des choses un peu plus, voilà, des rythmes de formation, typiquement des roleplays, de l'amélioration continue qu'on faisait chez Intralinks aujourd'hui. Depuis que je suis arrivé, je crois que depuis la première semaine que je suis arrivé chez Little Big, toutes les semaines, il y a un roleplay organisé pour que les équipes de vente et d'après-vente se forment sur des cas du quotidien. L'importance donnée à la data, vraiment la quantification, la data est clé. On met à jour le CRM, on suit ses performances nous on a mis en place un Power BI pour suivre les évolutions de notre business et autres. Donc ça je l'ai mis en place vraiment assez rapidement pour donner la dynamique en fait, de dire ok, il y a une activité SaaS là qui se développe, ça marche comme ça, c'est vraiment très structuré, très opportunity driven. Et donc c'est plutôt mettre le ton en fait, vraiment mettre le ton que j'ai fait en priorité.
Ok. Donc Voilà, mettre un philosophie sales backé par de la méthodologie, des ouais, routines fortes qui permettent d'insuffler ça c'est ça. et avec en complément l'outillage nécessaire et aussi du coup penser le CRM. Donc c'est Salesforce hein, que vous avez, je crois, chez C'est Lidl. Salesforce qu'on Ouais, a. On a Salesforce sur la partie vente et on a HubSpot sur la partie marketing. Donc ouais. on a un lien entre les deux. Bon, c'est intéressant, on est encore petit. Et c'est vrai qu'on a eu un peu l'accumulation d'outils qui s'est faite à droite à gauche. Donc là, justement, c'est un gros enjeu de le rationaliser. Et je pense qu'on pourra en parler là parce que c'est vachement intéressant sur ces Mm. sujets-là. Moi, je suis en plein dedans. Tous les épisodes précédents là m'ont bien passionné. Donc, je serais ravi d'en parler. Bah ouais, bah après le binôme HubSpot Salesforce lui, il fonctionne bien, mais Ouais, clairement ouais, il y a un enjeu de simplifier et de s'assurer que exactement. rationaliser à la fois les coûts et les process, c'est quand même une bonne pratique. Et bah, commençons sur la partie ouais, business unit aussi de ce qu'on se disait. Je pense qu'il y a l'enjeu de se dire, c'était un peu ma longue intro sur comment lancer une nouvelle BU dans une société de service. Moi, ça m'intéresse que tu nous Mm, racontes un peu comment tu t'y es pris, toi, en arrivant chez Little Big pour dire, OK, tu as commencé un petit peu à l'aborder, mais il y a un nouveau produit, on sent qu'il y a quelque chose qui a fonctionné. mm, Comment on fait pour lancer une BU dans un groupe mm. qui est déjà quand même établi? Bon, quand je suis arrivé, il y avait déjà plein de belles choses hein, qui existaient. Mais bon, la marque était forte. Le produit, produit était là hein, finalement, puisque Mm. le produit existait. Et puis il y avait déjà des clients. Il y avait déjà des beaux clients. Mais en fait, donc la question, c'était le moment. Est-ce que vraiment on switch à fond dedans ou est-ce que ça reste quelque chose d'opportuniste? Donc la problématique, moi, numéro une que j'avais, c'était réussir à faire passer d'un modèle d'intermédiation, un modèle business transactionnel, à se dire là en fait on doit faire confiance à un modèle qui est différent, qui est celui du SaaS, où bah, le temps c'est pas la même notion de temps, c'est pas la même notion de ROI immédiat. C'est vrai que dans l'intermédiation, tu génères directement Mm. du revenu et du coup, il y avait vraiment ce mindset, vendre un peu comme si tu vendais à des investisseurs, de dire là, faut nous faire confiance parce que dans le futur, ça va fonctionner. Et donc au départ, c'est justement bah, les people en fait, c'est-à-dire comment j'arrive à embarquer bah, les fonctions qui sont déjà présentes avec moi et à faire confiance. Donc l'idée, c'était pas de doubler les effectifs et de recruter à tout va, c'était de d'abord transitionner certaines personnes dans l'équipe dans le SaaS, d'autres réussir à convaincre que tiens, au lieu de passer 10% de ton temps, tu vas commencer à en passer 30, puis 50. Donc pour ça, il fallait gagner la confiance. Et en fait, ça passe, je pense, par avoir des succès quand même, essayer d'avoir des succès, ou en tout cas le moindre succès que tu as, vraiment le mettre en avant. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, j'ai tout de suite commencé à structurer un pipe. Déjà, rien que de m'en sortir un pipe sur Salesforce avec des probas, avec des hypothèses de ramp-up, avec la notion de, en fait, tu sais, la RR, ça veut dire qu'une fois que le client est embarqué, ensuite, ça te génère du recurring revenu. Et tout. Donc ça a commencé à parler, de voir ouais, toutes ces opportunités qu'on a, les différentes cycles, il y en a qui sont avancés, pas qui sont avancés. Et puis surtout, j'ai eu la chance d'avoir un gros succès commercial dans les 6 premiers mois, qui était la signature de Total Energy, qui là permettait en fait de raconter une belle histoire, de dire en fait il y avait un vrai gros besoin là sur le marché. On a été face à des SAP, on a été face à des énormes éditeurs et on a gagné et le besoin il est affirmé et en fait on a une position sur ce marché-là qui est unique. Et donc c'est vraiment déjà réussir à poser les bases, de dire faites confiance, là on a déjà les signaux qui sont là. Euh, et puis ensuite, au fur et à mesure, donc avec le produit, ça s'est fait assez rapidement de réussir. Enfin, en fait, je suis arrivé en même temps qu'une la nouvelle Chief Product Officer aussi. Donc du Ok. coup, on est arrivé en même temps. Elle avait un bon background tech. Forcément, ça intéresse aussi les gens du produit de bosser sur un produit SaaS plutôt que sur du tech enable, parfois en tout cas pour Mm. certains. Donc forcément, plus simple à emmener avec moi dans la stratégie. Là où ça a été plus difficile au début, c'est justement le marketing. Parce qu'en fait, pour le coup, tu as une offre qui existe, tu as une image de marque qui était super forte, hein, Little Big, qui était super forte dans le marché du freelancing, dans le marché de l'intermédiation. Donc du coup, ça n'a rien à voir. Tu as une double approche. Tu te dis d'un côté, je dois faire du mass market pour les freelances, et d'un autre côté, je dois commencer à réfléchir à une stratégie marketing et de communication très corporate, ERP, grand compte, SaaS. Donc ça demandait quand même de découper le cerveau
en deux. Donc pareil, c'est comment tu arrives à embarquer les people en fait avec toi. Ça c'est vraiment le point du début. People, ensuite process. Ça va Ouais. un peu en même temps, mais du coup, ça passe par ce que je te disais sur l'opportunity management, les différentes étapes du cycle que tu découpes, commencer à monter une équipe qui permet de séparer cette étape du cycle, comme je disais tout à l'heure, avec les value engineers. Et puis au fur et à mesure, clarifier cette indépendance-là. En fait, le gros enjeu qu'il y a, c'est d'expliquer pourquoi tu es différent des autres et pourquoi c'est pas grave en fait et pourquoi c'est normal d'accentuer la différenciation. Mm. Et donc, depuis que je suis arrivé, la séparation des offres et des activités ne fait que s'accentuer. C'est vraiment l'objectif. Aujourd'hui, il y a vraiment une identité forte, une organisation forte, des gens qui travaillent pour Rise, des gens qui travaillent pour Connect. C'est limite deux dans une boîte, mais vraiment séparé. C'est très important pour le marché en fait. Parce que si tes clients ils pensent que l'offre que tu essayes de lui vendre, c'est juste un side project qui est un peu une émanation opportuniste de ce que tu fais et que c'est pas ton core business, t'as pas envie de bosser avec quelqu'un qui se dit c'est mon activité numéro 2, c'est mon cours du soir. Donc en fait, l'important c'est le signal que tu envoies au marché aussi et de dire non, en fait, là on investit à fond dans une offre SaaS de vendor management system, on veut être leader sur ce marché-là au niveau global, on met tous les investissements, le produit, la tech dessus. Donc c'était ça les gros enjeux à faire au départ, à la fois interne et à la fois effectivement externe quand tu as une marque qui est forte. Mais quand tu arrives, c'est vraiment un OKR de boîte déjà, ou est-ce que tu dis que tu étais quand même assez embryonnaire et que tu as eu besoin de prouver quand même, tu as eu des wins assez rapides qui t'ont aidé, mais il y avait quand même un focus. Par Il y avait... expérience, je sais que aller chercher un peu des équipes support, notamment je pense à RevOps, tu vois, qui est toujours un peu au centre de plein de priorités, et quand il y a Oui. une entité, enfin une nouvelle entité qui arrive à côté, c'est comment on la priorise versus le reste, et comment tu as géré ça quand tu as lancé? J'ai eu quand même la chance que effectivement déjà mon recrutement, moi, c'était quand même la preuve Une qu'il y marque avait forte, quoi. une volonté. Et puis moi je reporte à la CEO de Little Big Connection, donc qui couvre Ok. les deux marques, et j'avais 100% son appui. Effectivement, ça commençait à être un des OKR de dire au développer Rise, quoi. Mais c'était voilà, ça aurait pu être un OKR de se dire, enfin, ça aurait pu être quelque chose qu'on abandonne ou qu'on continue. Il y avait quand même en tout cas une volonté de vraiment tester le truc à fond. Et sur le RevOps, c'est intéressant, effectivement. Mais j'en suis toujours encore un peu là, c'est-à-dire que on a quand même un développement chez Little Big, c'est autofinancé pour le coup. Enfin, on appartient à un groupe qui est autofinancé, donc c'est une approche de l'investissement qui est pas conservatrice, mais en tout cas, on n'est pas sur de la levée de fonds où Mm. voilà, chaque ressource, il faut bien la défendre, l'expliquer, le pourquoi, du comment et autres. Donc c'est vrai que sur la partie RevOps, moi j'ai jusqu'à présent beaucoup porter le sujet moi-même directement, Ok. même la config de Salesforce, globalement, c'est moi qui l'ai faite, et avec l'aide du RevOps sur la partie Connect, mais effectivement où j'étais 15% de son temps, donc on fait un peu comme on peut. Et donc là, maintenant que on est vraiment en mode scaling, là, c'est vraiment l'objectif de cette année. Moi, je vois très très bien qu'on a atteint beaucoup de limites sur la partie RevOps, outils, et donc j'ai une ressource qui arrive en avril pour vraiment prendre Dédié le aussi à tes sujet. activités, quoi. Ok. Mais Salesforce, il est partagé entre les deux Non, verticales? Ah, Salesforce, il est vous avez vraiment que... cloisonné, quoi. Ouais, il est cloisonné, ouais, que pour moi. Et côté Little Big, le CRM, Que... c'est une autre instance Salesforce? Ouais, non, ils ont quelque chose qu'ils ont développé avec l'aide des équipes tech du groupe, parce qu'en fait, c'est encore une fois, c'est un besoin totalement différent. Ils sont pas sur de l'opportunity management long terme comme nous, c'est beaucoup plus Ouais. du need management où tu dois faire un lien entre un besoin, une communauté. Donc c'est pas un CRM à proprement parler, c'est plutôt une plateforme de gestion de need, ouais. Ok. Ouais, donc, et t'as pas forcément de passerelle énorme, en fait, entre les deux activités, ou il y a Non, quand même en fait, il y en du a tout, quoi. pas, il y en a pas, et pour le coup, ça c'est totalement assumé. Ça fait aussi partie, moi, de ma stratégie. Il y a un besoin de séparation des offres aussi et donc ça, il est garanti en fait aux clients aussi, parce que finalement, tu peux avoir des questions aussi en fait, est-ce qu'ils essaient de mettre en place une solution Ouais. logicielle pour essayer ensuite de vendre De l'offre rendre du A, profil. l'offre B, exactement. Donc là, il y a un vrai besoin de clarifier. C'est aussi pour ça qu'on accentue la séparation au niveau marketing et autres. C'est que non, les équipes c'est pas les mêmes, les organisations c'est pas les mêmes, les business models sont pas les mêmes. Donc voilà, on a effectivement une synergie.
C'est-à-dire que Ouais. si vraiment tu veux bénéficier de l'intégralité de la value proposition de Little Big Connection, tu prends Rise et tu prends Connect, et les deux ensemble, ça va te créer un monde magique, mais les deux vivent très bien en standalone. Si tu veux gérer tes référencés et ton panel, ton petit cocon, c'est avec Rise. Si tu veux t'ouvrir un monde de compétences auxquelles tu n'as pas accès, c'est Connect. Mais donc, du coup, toi, les synergies, en fait, ce que t'as apporté l'autre entité Little Big, c'est vraiment l'image de marque, la force de frappe, le marketing, mais tout le reste, en fait, t'as dû créer toi-même, quoi, Ouais. Le en partie. financement, quand même. Et le financement, bien sûr. Oui, non, bien sûr, le financement. Pour le coup. Mais du coup, l'image de marque, c'est intéressant parce que il y a des côtés. C'est à double tranchant. C'est ok, c'est Ouais. une image forte. Ah oui, Little Big, on connaît très bien. Ouais, par contre, on vous connaît, mais c'est pas ça que vous faites en fait. Oui, Donc c'est ça. c'est Ça vient polluer un peu ton ouais. message sur ton Exactement. entité en particulier, quoi. Au départ, maintenant, on a réussi. Le marché, on l'a bien éduqué. Mais au départ, avant d'expliquer ce que je faisais, je devais expliquer pendant 5 minutes ce que je faisais pas. Ouais. C'est Que ton interlocuteur avait l'impression exactement. d'entendre, alors que pas du tout, quoi. Exactement. Et, et à l'inverse, du coup, vu que ça a quand même bien grossi, et ce que tu dis, une centaine aujourd'hui, c'est quand même, c'est devenu quand même un beau Mm. bébé au Mm. sein de Little Big. C'est quoi les synergies? Qu'est-ce que ça a apporté à l'autre entité historique? Est-ce que du coup, ça a fait un peu cette bascule-là? Vous avez réussi à apporter des choses? Je pense qu'à l'autre entité, ça leur apporte une image plus tech en fait, parce que vraiment on fait beaucoup plus de communication, on est beaucoup plus orienté autour du produit, on met beaucoup plus nos équipes produits en avant, on fait des workshops avec nos clients, on intègre l'IA là où avant le service finalement il était encore une fois le produit arrivé en rang numéro 2 par rapport au service. Ça reste quand même une relation assez humaine hein, quand tu fais appel à une marketplace. Aujourd'hui, tu as Mm. besoin d'avoir quand même un interlocuteur dédié qui vient comprendre tes besoins et autres. Et donc finalement, la plateforme, elle est là pour aider, mais elle est un peu transparente. Donc ça a vraiment donné un côté plus tech à l'équipe, enfin à Little Big Connection. Et puis après, en termes d'organisation aussi, de focus, parce que eux aussi, pareil, hein, avant, les commerciaux devaient vendre un petit peu les deux. Donc en fait, le fait d'arriver et d'accentuer la séparation des deux et de dire c'est une équipe différente, chacun son focus, chacun sa stratégie, son message, sa proposition de valeur. Comment ta proposition de valeur, effectivement, tu peux la construire avec ton camarade d'à côté, mais comme si c'était un partenaire et pas comme Mm. si tu étais dans un flou un peu gris. Donc au moins, ça a vraiment clarifié la proposition de valeur des deux Ouais, offres. le focus ultra important pour Ah aider à ouais, être performant et savoir dans quelle direction aller, quoi. clairement. Euh, Et donc, du coup, dans cette notion de focus, on a abordé, tu l'as dit, il y a la partie vente complexe, qui est un peu la spécificité du coup de ce que vous vendez par rapport Ouais. au processus historique, peut-être. Moi, ça m'intéresse pas mal qu'on creuse ça, et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Déjà, tu me parlais d'une cible plutôt type CAC 40. Si on recontextualise un petit peu, déjà, qu'est-ce que tu entends, toi, par vente complexe? C'est une bonne question parce que complexe peut vouloir dire grand-chose. En fait, pour moi, ce qui rend une vente complexe, tu as plusieurs facteurs. Le point de départ, je pense que c'est l'impact que va avoir ton solution sur l'organisation et sur ton client. Parce que du coup, c'est ça qui va avoir un vrai impact sur le cycle de décision et donc sa durée et donc les risques que ça drop au bout d'un moment et donc ces différentes étapes. Nous, ce qu'on vend aujourd'hui, c'est quand même assez nouveau. Ça vient bousculer beaucoup de pratiques au sein des grandes entreprises, à la fois au niveau achat, au niveau DSI, donc ça impacte beaucoup de monde, et en plus de ça, ça impacte ta relation avec tes fournisseurs. Donc en fait, ça vient quand même mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière. Donc ça rend la vente forcément complexe, Mm. et c'est pas que parce que c'est du CAC 40. C'est moins simple quand c'est du CAC 40, parce que Mm. forcément, les processus de décision sont plus longs. Mais aujourd'hui, quand je dis entre 12 et 18 mois, c'est qu'un CAC 40, ça peut nous prendre 18 mois, mais une boîte pas très grosse, ça va quand même nous prendre minimum 12 mois. Enfin, il y a difficilement du quick win parce que forcément, tu as un change management euh, qui est fort. Ce qui rend complexe aussi, c'est comme c'est nouveau et que avant qu'on arrive, les entreprises elles vivent sans VMS encore, en tout cas. Ouais. Tu as le côté priorisation et indécision qui est très fort. C'est-à-dire que tu peux à un moment passer en dessous de la pile parce que la conjoncture fait qu'il y a d'autres urgences ou autres. Donc il faut vraiment réussir à créer le degré d'urgence de s'équiper d'une solution comme la nôtre. Et ça rend vraiment le sujet complexe, surtout quand tes interlocuteurs, et ça c'est le dernier point nous qui rend la vente très complexe, c'est que nos interlocuteurs, c'est des interlocuteurs qui sont des acheteurs à la base. Donc en fait, Ouais. les acheteurs,
généralement, ils achètent pour les autres, ils achètent pas pour eux. C'est pas c'est pas ceux où ça va être le plus simple d'aller les faire porter un projet de transformation, de dépenses et autres. Donc parfois aussi, malheureusement, alors ça dépend des organisations, mais quand la fonction achat est pas forte, par exemple, contrairement à une DSI, le projet peut potentiellement ne pas avoir lieu. Donc voilà, faut avoir de la patience, ça c'est sûr, mais plus que de la patience, c'est de la résilience. Parce que patience, ça veut pas dire attendre. Ça veut dire au contraire accepter de continuer à faire des efforts, même quand tu as l'impression qu'il se passe pas grand-chose, même quand tu as l'impression que les actions sont pas immédiates. Et ça c'est super difficile, c'est ultra frustrant parce que tu peux pas jauger, t'as pas de résultat direct ou d'effet satisfaisant de ce que tu fais et des efforts que tu mets. Parfois, tu as l'impression, il y a que moi que ça intéresse ou quoi, le client il s'en fout, il me répond pas, il me dit qu'il a un comité, il me tient pas au courant, donc tu perds espoir. Et en fait, euh, quand tu t'accroches, au bout d'un moment, ça va au bout et on a que des cas où, à des moments, on croyait que c'était fini, il y a même des moments où il y a eu 6 mois de pause, ils sont revenus, donc faut garder sa Faut s'accrocher, lucidité. quoi. Ouais, faut s'accrocher tout en étant lucide. Ouais. Le danger, c'est de s'accrocher à des faux espoirs parce que tu as un interlocuteur qui est un peu sympa, par exemple, mais en fait, du coup, tu te dis, ah, il est sympa, il m'a dit que. Attends, on va creuser. Est-ce que vraiment il est sympa, mais en plus de ça, est-ce qu'il a l'influence qu'il faut? Est-ce que tu sens que derrière, il met les efforts qu'il faut? Parce que tu peux vite aussi te raccrocher. Donc, ça, c'est dans la formation des sales, c'est vachement intéressant au quotidien. Moi, j'essaie de me forcer à être constant, c'est-à-dire de pas les sales, soit ils s'enflamment, soit ils sont au fond du seau parce qu'ils ont une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Donc moi, j'essaie de leur dire, on panique pas si on a une mauvaise nouvelle, c'est pas grave, on va pas s'enfoncer la tête. Et par contre, on va aussi rester calme et pragmatique quand on a une bonne nouvelle parce que faut qu'on évite au maximum l'ascenseur émotionnel, quoi, et les montagnes russes. Et sur des cycles de vente aussi longs, toi 12 mois, je trouve qu'il y a un truc, une question que j'en vois souvent aussi avec beaucoup de nos clients, c'est de se dire aussi comment tu fais pour aider tes sales à prioriser le travail entre je dois faire de la prospection, je dois générer de la demande ou Ouais. je dois accompagner tu vois, mon processus de négo parce que j'en ai quand même pas mal dans le pipe en ce moment. C'est comment tu fais pour aider en fait tes sales à prioriser acquise versus négo versus closing. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment pas évident. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai monté l'équipe BDR là récemment. C'est que ça j'ai réussi à le tenir à un moment et puis à un moment on commençait vraiment à avoir un pipe qui était important et vu les cycles de vente qui demandaient beaucoup de boulot, donc je me rendais compte que l'activité de prospection baissait. Alors ils doivent toujours en faire hein, les sales, mais forcément maintenant ça prend moins de place dans leur dans leur agenda. Euh, en fait, c'est vraiment de savoir économiser déjà ses efforts. C'est-à-dire que la première base, c'est oui, il faut bien faire les choses, mais il faut pas faire du zèle non plus. Si tu passes une journée parce qu'il y a un gars qui t'a demandé un complément d'information et que tu passes une journée à faire ton PowerPoint, en fait, ça va pas aller. Donc il faut être dans l'efficacité, faut être dans le drive, il faut toujours, tu fais toujours ta pipe preview, quoi, pipe preview régulière, savoir est-ce que t'en es, il faut que ce soit constant, il faut que, tiens, tu perds ce deal-là, si ça fait 6 mois que tu es dessus et que tu l'as perdu, ou même que tu l'as gagné, tu fais quoi après une fois que c'est passé? Donc vraiment toujours s'assurer qu'il y ait des opportunités à des étapes différentes. Et par contre, bien entendu, quand tu es sur un closing chaud, ça devient La quand même priorité. Ouais. fortement la priorité. Mais faut savoir aussi déléguer, bien s'entourer. Hmm. Est-ce que tu as besoin d'être 3 heures par semaine sur la négo du contrat alors qu'en fait le sales il est à côté à écouter deux juristes parler? Bon, non, tu t'essayes de t'organiser pour diviser les discussions commerciales avec les discussions légales, les choses comme ça. On est encore beaucoup comme ça, hein, nous, parce que il y a beaucoup de sujets en ce moment, beaucoup de flux, l'équipe est staffée, mais bon voilà, on est en train encore de recruter. Donc pour conclure, c'est quand même s'assurer d'une hygiène de pipe assez forte avec des opportunités à des stades différents. Et par exemple, moi je regarde les meetings qu'ils font toutes les semaines et je demande d'avoir un mix entre des discovery meetings et des meetings de suivi d'opportunités, par exemple. Si quelqu'un vient me voir et me dire c'est super, j'ai fait mes 5 meetings là ces 10 dernières semaines, mais qu'en fait il a parlé à 3 clients parce que c'est toujours les mêmes
Ça me va pas. Il faut vraiment Ouais. qu'il y ait un nombre, je crois que c'est 3 sur 5 que je leur demande de nouveaux clients à rencontrer ou de Ok. nouvelles personnes à rencontrer par semaine sur les 5 meetings qu'ils doivent à minimum faire. Donc toi, tu as des pipe review hebdo et tu as le dashboard Salesforce qui est déjà pré-setup avec effectivement par phase où tu en es, le nombre de rendez-vous faits, etc. C'est ça. Du coup, j'ai rajouté quand même dans les sales que je disais, j'ai rajouté rapidement une couche de management intermédiaire parce Ouais, qu'en fait, et ça, je l'ai aussi vu d'Intralinks, je suis persuadé qu'il faut vraiment du management de proximité dans ces ouais, métiers-là. Donc moi, clairement. je fais pas les pipe reviews hebdomadaires, mais les managers les Mm. font. Moi, Ouais, je regarde plus de loin et après, je regarde sur les opportunités les plus chaudes, mais de temps en temps, effectivement, quand je fais les points avec les managers, c'est de regarder l'état du pipe général et justement d'alerter en disant, voilà, tu vois, par exemple, lui, c'est super, tu me parles toujours de ces deux super opportunités, mais c'est quoi la suite, quoi. ouais, c'est Voilà. quoi next step et donc du coup tu arrives à forecaster intelligemment et correctement les choses parce que tu as Ouais, autant le management qui est proche, donc qui lui connaît le terrain et tu ouais, as du coup la vue beaucoup plus exactement. large de l'activité, quoi. Et c'est quoi ton ratio BDR à eux aussi? Ça c'est intéressant, je pense. Pour l'instant, on a deux BDR et pour 5 AE. En fait, pour l'instant, j'ai un BDR qui s'occupe du développement international, donc il est sur quelques pays qu'on a identifiés. J'ai un BDR France, donc c'est assez faible pour l'instant. Ils doivent quand même, il y a quand même beaucoup de prospection qui vient des équipes Ok. beaucoup et beaucoup des événements aussi. Hein. Je veux dire, ça, c'est des gros accélérateurs pour nous. Faut se l'avouer. Le BDR, franchement, je suis très très content des résultats, mais c'est vraiment l'approche bottom-up par excellence. C'est-à-dire que tu commences à appeler ton standard Ouais. et donc en fait, tu démarres vraiment du bas du bas. Et c'est vrai que si tu peux accélérer en récupérant un bon contact de directeur sur un salon ou des choses comme ça fait quand même aussi beaucoup la diff. Bah, ça fait le lien avec le prochain sujet. On a commencé à y toucher les doigts un petit peu en intro aussi sur l'account-based marketing. Et aussi, du coup, tu as un marché quand même globalement assez fini. Si c'est des grands groupes, Ouais, tu les connais, tu sais comment les chercher. ouais. Justement, je pense que tu as ce besoin, ce challenge à aller identifier tes décideurs, les bonnes personnes de ton ICP et d'être capable de les avoir pour donner les bons numéros de téléphone pour aider peut-être ton BDR ou ton AE à Mm. aller le contacter directement pour éviter de passer par le standard comme tu le dis. Tu me disais que tu avais lancé ça comme stratégie. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus, Ouais. ton orga, ton rôle Mm. et quelques méthodes framework que tu utilises pour faire fonctionner ça? Pour spoiler un peu, on l'avait lancé et on en est un peu revenu, mais on a quand même gardé des belles choses de ça. En fait, Little Big, c'est vraiment un état d'esprit assez test and learn, hein, pour le coup. On essaye Ouais. des choses. Donc ça, c'est venu de la CMO qui m'a proposé une approche account-based marketing. Donc, c'est-à-dire, en fait, on sélectionne 6 comptes sur des critères qui sont, pour le coup, qu'on avait bien travaillé à la fois entre le potentiel du compte, pourquoi on pense que c'est un compte chaud, vu notre marché, en fait, il fallait qu'on sente un minimum qu'il allait avoir un projet VMS qui allait sortir, parce que si c'est pour dans 3 ans, c'est compliqué. Ça peut Mm. arriver que ce soit dans 3 ans. Donc on a identifié ces 6 comptes, et donc l'idée c'était d'avoir une stratégie ciblée sur ces 6 comptes sur tous les maillons de la chaîne, c'est-à-dire le gros qui travaille sur vraiment l'identification de contacts beaucoup plus large que ce qu'on peut faire d'habitude pour aller faire vraiment de la communication de masse sur ce qu'on fait au sein du compte. Le field marketing en repérant des événements où il y avait potentiellement des gens de ces comptes-là pour nous envoyer, pour aller leur enfin vraiment ça allait assez loin. Le content, rédiger des contenus qu'on allait diffuser spécifiquement à des comptes via des mass mails, mais vraiment rédiger spécifiquement pour eux. Et puis ensuite BDR, sales et puis top exec, donc moi, la CEO, d'aller contacter directement des personnes de ces comptes-là. Ça a eu des bons effets et en même temps, on s'est rendu compte quand même que nos cycles sont tellement longs que à un moment, donc on avait ces réunions mensuelles pour faire un peu l'état compte par compte des avancées par département. Ça a vraiment créé une bonne collab entre les équipes, mais en fait tu te rendais compte que tu mettais beaucoup d'énergie et que finalement un compte du CAC 40, bon tu peux faire tout ce que tu veux, t'es aussi quand même lié à son organisation, à son agenda, et donc on se retrouvait rapidement avec alors lui ce mois-ci, bon il s'avère que on n'a pas fait tant d'actions parce qu'on a eu quelqu'un qui nous a dit qu'il fallait attendre plutôt ce mois-ci. Enfin, en fait,
fait, ça prenait pas. Ce qu'on a quand même gardé, hein, on a quand même gardé des bons reliquats de ça, c'est-à-dire que toujours ces comptes ciblés, le BDR, on va lui demander de faire des actions coup de poing sur certains comptes pour débloquer des situations, pour passer à un certain stade où on sait qu'on a à minima parlé aux bonnes personnes au sein du compte, qu'on a passé les bons messages, qu'on a récupéré les bonnes informations pour être prêt aussi au moment où ça s'active. Mais en fait, il y a des moments aussi où il faut pouvoir se dire, c'est bon, là, pour l'instant, le travail qu'on a fait sur ce compte-là, pour l'instant, ça suffit parce qu'en fait, tous les signaux nous disent que de toute façon, ils sont en train d'intégrer tel ERP. Donc, il faut toujours rester, bien entendu, top of mind. Mais il faut aussi savoir se rediriger rapidement. Et puis, par contre, aussi le reliquat qu'on a gardé, c'est vraiment sur des comptes d'avoir un message beaucoup plus personnalisé, travailler, avoir une bonne connaissance du compte que tu prospectes. Une bonne connaissance, c'est de l'actualité, du plan strat, de pouvoir vraiment appuyer sur des leviers. Et même dans une entreprise du CAC 40, où tu as l'impression qu'ils sont tous un peu, enfin, qui sont tous loin des uns des autres parce qu'ils sont extrêmement nombreux. En fait, si tu arrives à dire, j'ai vu que voilà la stratégie des grands groupes, elle descend vraiment jusqu'en bas, quoi. Donc si on arrive à choper une info qui est sur les économies, typiquement à faire, nous qui est un gros sujet de notre solution, et qu'on arrive à sortir le chiffre, bah, tu es certain que la personne, même si elle est très bas dans la hiérarchie, ça fait partie ça fait de son quotidien d'aller atteindre cet objectif-là. Et Donc ça, on la garde. concrètement, comment tu pousses ces infos-là à tes commerciaux typiquement? C'est quoi? C'est de pousser dans le CRM, ils sont sur la fiche, ils ont les éléments qui vont bien, etc. On n'est pas malheureusement, on n'est pas aussi. On a des canaux de partage d'informations. On a des sessions de learning où chacun doit partager des informations aux autres ou des choses comme ça. Et puis après, par contre, c'est diffuser encore une fois un mindset. T'es curieux, tu te renseignes, t'es grand. Moi, en fait, ils sont quand même bien responsabilisés, hein. Je peux pas m'assurer que tout leur soit poussé comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité de tout avoir automatisé. Donc, tu fais le travail, quoi. Et tu le fais parce que tu sais que ça va t'aider dans ton boulot. Et même, tu vois, je te dirais, l'ABM, la compte-based marketing, moi, ce que je pense qu'on aurait pu faire différemment, c'est que je pense que ça a été justement trop top-down. C'est la CMO et moi, on a pris tout le monde, on a dit maintenant on va faire de la compte-based marketing et vous allez être à fond. En fait, si l'idée était sortie du sales qui avait envie de développer, je sais pas quel compte et qui avait dit, bah là en fait j'aurais besoin plutôt d'organiser quelque chose autour de moi, ça aurait beaucoup plus pris. Là, on était vraiment, c'est nous qui drivions, on tirait, on sent qu'on n'a pas réussi à faire passer le truc parce qu'ils comprenaient pas. En fait, on me demande de bosser sur ce compte-là, mais ça fait 3 mois que j'ai compris que c'était pas le bon moment. Donc en fait, il y a quand même le sujet de responsabilisation, de dire en fait, si tu as envie d'être efficace, il faut que tu travailles ton message, et franchement, ils le font, ils le font. Ouais, ça, ton but, c'est de donner la boîte à outils la plus Exact. actionnable possible pour tes sales et les laisser aussi un peu la responsabilité de dire vous connaissez vos comptes, il n'y en a pas tant que ça, on C'est vous ça. les a mis à disposition, on vous fait confiance si vous nous dites que ça marchera pas sur celui-là et on peut se le recycler pendant quelques temps et je le fais sortir, j'en fais rentrer un autre et vous me dites qui, quoi. C'est un peu ça. Après, en termes d'outils, si c'était ta question, bah, on sait s'appuyer sur les outils basiques du LinkedIn, on s'abonne, on suit les news, mais rien de révolutionnaire ou de vraiment très poussé en termes d'outils là-dessus, parce que justement, bah, c'est une priorité, mais c'est pas là où on va mettre tout de suite un gros investissement, quoi, quand on peut faire avec ce qui existe déjà, quoi. Ok. Non, mais de toute façon, c'est sûr. Et encore une fois, avec le volume que vous avez, Mm. ça reste un Ouais, marché assez resserré. Vous exactement. n'êtes pas sur la transaction permanente, donc il y a aussi ce truc très humain et encore une fois artisanal de personnaliser son message. Donc c'est important de garder ça aussi Ouais. sur de l'ABM, sur de la vente complexe. Dernière question aussi sur cette vente complexe et sur cette typologie de prospects que vous avez. J'imagine que vu que c'est des grands groupes derrière, il y a des gros potentiels d'upsell ou de cross-sell Oui. au niveau de différentes entités. Comment tu as adressé ça? Tu parlais de Mm. création d'équipe à compte management. C'est très intéressé d'avoir ton avis sur cette notion-là. Effectivement, nous, donc comme je te disais au départ, on a des gros clients, mais tu sais, tu commences par des petites portes en fait. Donc pour revenir sur juste notre revenu modèle, donc nous on va aider une entreprise à gérer ses prestations externes, et donc nous on va être rémunéré en fonction du nombre de prestations qu'il gère avec la plateforme ou du montant de dépenses qu'il gère avec la plateforme. Donc nous, notre objectif, c'est d'augmenter le nombre de missions gérées par un client sur la plateforme ou d'augmenter son volume de dépenses. Donc effectivement, pendant un bon moment, on a assez stagné sur nos comptes existants, ou alors si on grandissait,
c'était grâce à eux. C'était parce qu'ils nous disaient ah, on a parlé de vous à l'équipe Portugal, ils ont peut-être envie d'essayer, allez leur présenter. Mais en fait, on était plutôt en réactif parce que justement ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le Customer Success Manager, il a beaucoup son approche opérationnelle. Il faut que les choses tournent, les choses marchent. C'est difficile d'aller impulser une initiative, sachant que pour vendre à une autre entité, pour vendre un autre use case dans un grand groupe, c'est une nouvelle vente en fait. Euh, Exactement. et moi, je m'en suis pas mal rendu compte assez tard en fait de dire un peu ouais, c'est bon, c'est une entreprise française, donc si on a la France, ils vont dire à tout le monde en Inde, aux US d'utiliser la solution. Ah, ça marche pas du tout comme ça. Au contraire, ça peut être pourquoi ils nous imposent, nous on a notre manière de faire et tout. Donc en fait, on a recréé un pipe d'upsell, c'est-à-dire que la gestion des opportunités upsell, elle est très très proche de nos opportunités new business en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai mis en place pour l'instant une personne, hein, mais on est en train de grossir, mais du coup ça fait extrêmement bien la différence. On a déjà des super succès de prospection au sein du compte, d'aligner les messages, de vraiment lancer un processus de vente avec étape par étape, comme si tu allais vendre ta solution à un autre prospect. Donc ça c'est le premier point, c'est que nous en tout cas, c'est pas du product led growth, c'est vraiment du sales led growth, même Ouais. quand tu es déjà dans le compte. Euh, et ensuite, bah, du coup, les méthodologies sont les mêmes. Voilà, le MEDDIC, le Force Management, l'Opportunity. Alors, avec bien entendu l'aide du CSM et de l'ancrage qu'on a déjà chez le compte. Mais donc voilà, et donc toujours bah, même chose. Il faut connaître la stratégie, il faut connaître les développements. Typiquement, on a un compte là qu'on a eu ce matin. Ils viennent de racheter un grand groupe. Donc ils ont fusionné. Donc là, pour nous, bah, en fait, génial. C'est une opportunité d'upsell. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à rapatrier le groupe qu'ils ont racheté sur notre solution. Sauf que bah, on connaît tous les intégrations de grands groupes comme ça. Ça se fait pas en 2 minutes. La maison mère qui impose. Donc pareil, il faut qu'on commence à aller faire de l'évangélisation, d'expliquer le pourquoi ça marche bien chez la maison mère pour l'instant, pourquoi on adaptera le go-to-market, la solution, même le produit. Hein, il est bien configurable d'une entité à l'autre. Donc voilà. Et après, tu as la partie internationale, bien sûr. Ouais. Et là, on s'appuie beaucoup sur, pour le coup, c'est là où il y a des synergies, les équipes de l'autre offre, parce qu'ils sont déployés dans 20 pays en fait. Donc on a beaucoup de contacts locaux. Donc c'est eux qui vont faire du lead management et de la relation locale. Et puis ensuite, on va déployer au sein des différents pays. Ouais, donc tout ce que tu dis, c'est quand même que vous avez une taille de client tellement spécifique que en fait la connaissance ou la relation que le sales initial pouvait avoir avec la première entité n'a pas d'impact sur le cross-sell. Enfin, ça aide, j'imagine un Ça peu, aide, mais c'est pas, mais ouais, c'est non. pas fondamental. Donc toi, tu te permets quand même de respécialiser quelqu'un qui ne les connaît pas forcément et en fait, ça devient un canal d'acquisition un peu spécifique. C'est juste une génération de demandes un peu différente, quoi. C'est au Ouais, lieu c'est de ça. faire du marketing inbound, de la grosse outbound, tu as juste l'upsell, l'opportunité de détection d'aller aller chercher et t'en Exactement. fais un pipe d'acquisition tel quel. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, par contre, tu peux aussi, enfin, l'objectif, nous, l'upsell, c'est aussi de vendre des use cases différents, donc des typologies de gestion de contrats différents. Je rentre pas dans les détails, mais là, on a lancé un nouveau module, par exemple, là, pour gérer des nouvelles types de prestations qu'on gérait pas auparavant. Et donc, là, il y a un gros travail, gros go-to-market qu'on est en train de monter actuellement parce que ça peut faire du x2, x3 chez nos clients existants en intégrant ce module. Ouais, et en plus, et dernière question pour toi, parce que ça m'a fait penser à ça aussi, c'est dans cette vente complexe-là, tu l'as mentionné aussi à un moment donné au début, tu parlais des professional services ou aussi un peu de du Mm. pre-sales, qui a un rôle un peu particulier, qui va Mm. aussi t'aider Ouais. à vendre tout ce que tu dis, là, ces nouveaux modules, et aussi à accompagner les clients sur la compréhension de votre offre. Quand on en parlait initialement pour préparer le podcast, tu me disais que ouais, beaucoup de boîtes voient ça comme un centre de coût. Toi, tu vois ça comme un investissement, à l'inverse, très important. Chaud que tu m'en dises deux, trois mots aussi là-dessus. Tu parles du... Ouais, je dis, ouais, pre-sales engineer. Ah bah nous, ça a fait complètement la différence. Donc c'est moi qui ai créé cette fonction quand je suis arrivé. C'était ma première fonction chez Intralinks en fait. Donc je voyais complètement l'intérêt. Et ah oui, ça a vraiment fait un accélérateur dans tout en fait, dans la professionnalisation de nos cycles de vente et de notre approche technique. On a quand même nous un sujet, c'est qu'on est pure player
sur quand même un secteur de niche. Donc en fait, la première objection que tu vas avoir, c'est d'un grand groupe, c'est justement on veut pas multiplier les outils, on va pas acheter un outil juste pour faire ça. Donc en fait, il y a un vrai sujet nous de réussir à inscrire notre solution dans le système d'information du client en faisant en sorte qu'il y ait une expérience utilisateur qui soit unifiée et compagnie. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut avoir un discours de vulgarisation technique. Parce que quand tu expliques ça à un acheteur, tu dois lui parler d'API, tu dois lui parler de, tu veux lui expliquer le flux final, mais derrière la manière dont ça marche, les API, les webhooks, les middleware et compagnie, ça il faut que tu arrives à le maquiller. Donc ça c'est la force du sales engineer, c'est-à-dire de réussir à transformer effectivement tout ça dans de la valeur. Et puis surtout aussi, il y a une notion d'efficacité. La personne, elle maîtrise parfaitement la plateforme, elle est très forte en vulgarisation. Donc en gros, ce qu'un sales, il mettait à faire à un moment quand il avait une demande, il mettait 3 heures pour faire sa slide, pour expliquer le flux d'interfaçage, à se galérer. Et en fait, elle te fait ça en 30 minutes, avec une notion aussi de capitalisation. Ça, on bosse beaucoup sur la capitalisation. J'ai pas dit tout à l'heure, mais au départ, on refaisait la roue, on recréait la roue à chaque fois. Là, aujourd'hui, on a tout retravaillé. Et ça, c'est aussi la sales engineer les sales engineers qui le font, c'est comment je mets à disposition aussi un toolkit des sales pour parce que pareil, on va pas avoir un ratio de un sales engineer par sales, c'est pas l'objectif. Donc comment je mets à disposition un toolkit, que ce soit sur les démos, les présentations, une question d'interfaçage, une sandbox quand un client il veut essayer la solution, pour que ce soit le plus facilement activable et de donner au maximum d'autonomie aux sales. Par contre, dès que ça devient quelque chose de spécifique, c'est là que le pre-sales intervient. Et moi, j'ai eu un gros sujet au départ. Bon, on n'a pas besoin de pre-sales, on sait bien faire nos démos tout seul. Donc, au moment où, allez, on va changer notre manière de travailler, ça a pris, je pense, à peine 3 mois. Et puis, au bout de 3 mois, ça devenait indispensable. Il faut les ramener sur l'ensemble des lits. Et donc, on a rebasculé, on a capitalisé. Là, maintenant, c'est bien propre. Ça, j'en suis très content. Et comment ils font ce lever de main, justement, typiquement? C'est quoi les règles un peu que vous avez en place pour solliciter? Ouais. La première règle, moi, c'est d'aider les sales engineers à savoir challenger les sales, que ça va vraiment être l'étape de l'opportunité, l'étape où on est l'opportunité. Après, il y a toujours un jugement de bon sens, effectivement. Pareil, si tu sollicites le sales engineer, c'est parce que tu as un agenda tu justifies soit un agenda qui est clair, soit des interlocuteurs identifiés qui font qu'en fait, il faut avoir les bons interlocuteurs en face, soit parce que c'est du high level et qu'il faut envoyer la gomme, soit parce que c'est des profils plus techniques et autres. Donc, c'est juste de se challenger à chaque fois, et voilà, et ça se fait quand même toujours en bon sens. On est encore beaucoup, ça c'est la chance que j'ai, mais c'est aussi, faut que je fasse attention, on est encore petit, globalement. Ouais. Mais j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de choses qui se font encore beaucoup par le bon sens ou la responsabilisation qu'on doit industrialiser. D'où les enjeux qu'on a maintenant sur l'outillage, le process à renforcer. Ouais, ça sera la step d'après et sûrement l'occasion de te réinviter pour nous réexpliquer comment t'es passé à l'échelle sur tous ces sujets-là. Moi, je trouve qu'on a fait un bon petit tour là, de toutes tes problématiques. Si tu nous as écouté, tu sais que je suis toujours par 3 petites questions signature qui un peu actionnables pour aider les gens qui nous écoutent à avoir un peu de contenu à lire ou des méthodes à appliquer. La première, c'est si tu avais un concept, un framework, une réalisation qui a changé la manière de travailler ou de manager, que tu implémenterais à chaque fois que tu arriverais dans une boîte, ce serait quoi? Je pense que le force management, c'est une méthodologie de gestion d'opportunités qui était chez Intralinks quand je suis arrivé, qui permet vraiment de prendre du recul sur les opportunités. C'est un peu comme le médic, c'est très complémentaire au médic, mais c'est vraiment de se poser la question de before scénario, after scénario, donc avant que ma solution arrive, une fois qu'elle sera implémentée. Moi, la partie discovery et la partie maîtrise du pain du client, c'est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait, pour vraiment aussi établir un rapport de force équilibré. Tu disais tout à l'heure comment je sais où je mets mon énergie. Globalement, si t'es pas sûr à 100% de pourquoi ton client il irait faire l'effort, dépenser de l'argent, de l'énergie pour mettre en place ta solution, et que t'as pas le ROI, donc on est vraiment très très loin nous dans les business cases et les ROI qu'on pousse aux clients, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc vraiment cette approche héroïste, force management, before scénario, after scénario, en rentrant dans le cadre aujourd'hui ça se passe comme ça, et du coup voici les positive outcomes, que ce soit
financier, que ce soit process, que ce soit temps passé. C'est vraiment un framework que moi j'utilise beaucoup. Je l'ai pas poussé en proprement parler, donc on utilise beaucoup le médic, mais je l'ai pas poussé aux extrêmes auprès des équipes. Par contre, ça transpire en fait au quotidien dans la manière dont on challenge les opportunités, les opportunités et tout. Et puis, et puis, et puis je pense que là j'ai échangé justement avec une personne que moi je la cite qui s'appelle Katiuska Bart, qui avait vraiment mis toute la partie justement revenu operation chez Intralinks, qui avait vraiment mis en place beaucoup de choses et qui le fait là chez Activiam avant une levée de fonds, donc qui est très très impliqué dans tout aussi les communautés RevOps et tout à Londres. Ouais. Le conseil qu'elle m'avait donné, c'était toujours le côté people, process, tool dans cet ordre, dans ces là, et donc ça faut toujours le garder parce que people, j'ai plutôt, on va dire, allez, tu sais tes zones de force, tes zones de faiblesse. People, ça va, j'arrive à bien m'entourer, j'arrive à bien embarquer les gens. Tool, je connais un petit peu, je me renseigne. Process, je suis pas très bon. Au global, à la base, c'est moins naturel. Donc en fait, ce conseil-là, il m'a permis d'éviter de tomber dans le piège de tout de suite aller dans la facilité des tools, d'aller empiler les outils, essayer d'aller trouver des quick wins à droite à gauche. En fait, les quick wins, finalement, ça marche jamais. Et même dans des Mm. petites orgas, je l'ai vu, on avait des énormes gaps, la proposition de valeur était pas connue, pareil des CSM que des sales, tout simplement parce qu'en fait, on n'avait pas mis le bon process de communication. Donc, people, vraiment poser ses process et on se force à le faire même quand on est tout petit et qu'on a l'impression que pour l'instant ça va. Et ensuite, du coup, les outils, ça déroule plus facilement. Bah écoute, je ne peux être que d'accord en tant que RevOps sur l'importance de ce triptyque. L'erreur ou la pire fausse bonne idée qui t'a coûté le plus cher depuis que t'es CRO ou sales? Ça a été de prendre des décisions de recrutement dans l'urgence. Ouais, ouais, c'est sûr. En fait, bon, il y a un peu un doute, mais là on a tellement besoin que d'ailleurs il y a deux recrutements et même de non arrêt de collaboration aussi. C'est la même chose en fait. De trop se baser. Enfin, quand tu arrives à des fonctions comme ça, il faut que tu arrives à te dire que les moments difficiles, il était obligé d'en avoir. C'est des Mm. bons moments à passer. Dans 6 mois, tu t'oublieras que tu étais en stress, que tu étais sous pression, que tu as dû bosser 4 fois plus parce qu'il y avait un gros trou dans la raquette. Mais en fait, essayer de mettre un pansement en te disant tiens, je recrute quelqu'un, mais je suis pas super convaincu. Mais bon, là, on a besoin. Ou alors, bon, bah, cette personne-là, sous perf, mais bon, sans elle, bah, en fait, non. Il faut s'assurer qu'on soit vraiment bien entouré, qu'il y ait les bonnes personnes au bon endroit. C'est vraiment le principal. Savoir prendre les bonnes décisions ouais, au bon moment et pas avoir peur Ouais, d'aller au bout. exactement. Et dernière question du coup sur un contenu, un documentaire, livre, podcast que tu as bien aimé. Écoute, j'ai bien aimé le tien, sans vouloir, mais en Merci. toute transparence, c'était vachement intéressant et franchement, ça m'a déjà poussé à prendre pas mal d'initiatives, de voir aussi comment. Donc c'est bien. Merci, bravo pour ça. Et après, sinon en contenu, bah, justement, j'en ai un que je suis en train de lire en ce moment, qui m'a été conseillé par Katiuska, dont je parlais tout à l'heure, qui est le bouquin de Ted McKenna. Je crois que c'est ceux d'ailleurs qu'on fait Force Management, la méthodologie dont je te parlais, Ok. qui s'appelle le Jolt Effect. Donc c'est un bouquin RevOps, mais qui du coup que je trouve très intéressant pour moi parce que très orienté sur le risque de l'indécision en fait des clients, qui est plus important finalement que ton concurrent ou autre, c'est vraiment l'indécision et donc comment tu arrives en tant que sales à influencer dans le bon sens cette indécision, à identifier les risques de l'indécision. Donc c'est vraiment orienté sur ça. Comment tu la débloques, que tu l'identifies, comment tu réduis la pression plutôt que de pousser, il faut rassurer les clients, enfin, parce que parfois on a tendance à vouloir mettre une pression et dire au client, bah, faut prendre la décision, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et en plus, naturellement, quand on se pose à soi, quelqu'un qui vient de mettre de la pression de décide maintenant, Oui, ça fait tu sais pas. l'effet inverse quoi. Donc voilà. Donc vraiment, il est pas mal celui-là. Je l'ai pas encore Ok, terminé, mais je le conseille. écoute, je me le note, super intéressant. Je vois très bien, je le vis également au quotidien, donc j'en prends bonne note. Écoute, merci beaucoup Romain. Je trouve ça super intéressant. Je pense qu'on a couvert beaucoup de sujets. Donc merci beaucoup pour tous tes insights. Et écoute, je te donne rendez-vous
peut-être dans quelques mois, quelques années, pour que tu nous racontes la suite. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et bonne continuation. Merci à tous de nous avoir écoutés et écoutez, à bientôt dans un prochain épisode de Revenus et Causes. Au revoir à tous, merci. Hop, il faut juste rester 30 secondes le temps de...